entendre la question, parce que sinon ils vont entendre que oui, non, ou ils vont pas comprendre de quoi on parle. En fait, vers le micro, en fait, hier on avait une dame qui en fait, il y avait la présentation en tournée à la tête du. Ah oui. Du coup, on entendait plus après. D'accord, je vais essayer de regarder. Je vais s'installer. On va essayer de, comme ça. Ah, parce que le truc c'est que si je veux pas me mettre devant l'écran, je vais être pas mal là, je pense. Voilà. Ouais, voilà. Donc, Là ça va? c'est parfait, voilà. Votre ordi qui s'est juste verrouillé. Ah, mais oui. J'ai mis le retour écran, je vais. Il va pas me faire ça. Moi, je suis en situation envoyée direct. C'est pas lancé. Et dès qu'elle le veut, tu me le. Donc bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez ici dans la salle ou bien derrière vos écrans, merci de nous avoir rejoints pour cette présentation et cet atelier sur un sujet très important, l'intrapreneuriat. Eva et moi représentons l'entreprise IMSA. Est-ce que vous connaissez IMSA? Ou la MSA peut-être? Alors pour ceux qui connaissent moins, en fait la MSA, c'est le régime de protection sociale pour les professions agricoles. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme pour les personnes qui connaissent plus communément le régime général, c'est l'équivalent de la CAF, la CPAM, la CARSAT pour les retraites. Donc tout réuni en un seul guichet unique pour les professions agricoles. Voilà, tout le monde n'est pas au régime général. Et chez IMSA, nous assurons justement la partie digitale et informatique de la MSA. Voilà, avec 2000 collaborateurs environ répartis sur 6 sites en France et 15 sites au 1er janvier. Donc, quelques mots sur nous. Hein, on va se présenter également. Donc voilà, en fait, on a trouvé sympa de mettre nos photos, hein, puisqu'avec avec les masques, on s'est dit que si on avait l'occasion de se recroiser un jour ou au détour d'un café ou dans une prochaine édition de la mêlée, ce serait sympa qu'on puisse se reconnaître. Voilà, donc Eva, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Alors bonjour, je suis Eva Poteau. Pour vous expliquer rapidement mon parcours, j'ai fait un master en management de l'innovation à l'IAE de Toulouse. J'ai fait un stage de fin d'études chez Vinci Immobilier dans le département innovation et développement durable, où j'ai pu suivre 17 projets innovants, ce qui m'a permis de faire un mémoire sur l'entrepreneuriat au sein des entreprises établies. Et maintenant, je travaille à la IMSA depuis 2 ans, où j'ai pu participer à la mise en place d'un dispositif intrapreneurial. Voilà, et donc moi, Marie Murcia, donc je suis chargée de mission innovation chez IMSA. Donc l'innovation, je suis tombée dedans quand j'étais petite, hein, vu que c'était l'objet de mon stage de fin d'études et du coup de mon mémoire professionnel. Donc j'ai eu la chance d'effectuer un stage d'1 an chez Airbus à l'engineering. Et l'objectif de mon stage, en fait, était de définir et de déployer un plan d'action en vue de renforcer la culture d'innovation et de développer les projets d'innovation. Voilà. Et à l'issue de ce stage, j'ai rejoint donc mon premier employeur, hein, une société de conseil qui s'appelle P3 Group, qui s'appelait P3 Group, qui a changé de nom depuis. Et en fait, il s'est trouvé qu'en arrivant, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de démarche spécifique pour le management de l'innovation, donc tout ce que j'avais connu. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de le transposer pour renforcer cette culture-là. Et c'est un petit peu donc les premiers pas que j'ai fait dans la peau de l'intrapreneur, puisque j'étais occupée par ailleurs à 100% sur mes activités opérationnelles chez mes clients. Et donc, je travaillais sur mon temps libre pour développer ce sujet-là dans mon entreprise. Et au bout de 5 ans, moi, j'ai changé d'entreprise et j'ai rejoint donc Soprasteria Next, l'entité conseil de Soprasteria, et notamment le pôle management de l'innovation. Et donc, j'ai eu l'occasion de conduire de très belles missions, notamment des missions dans le benchmarking,
des missions dans l'animation de démarches de design thinking et la facilitation d'ateliers de créativité, de co-design. Et puis dernièrement, en fait, j'ai donc travaillé avec Louise Kiltriolo, qui était la responsable de l'entrepreneuriat, de la culture intrapreneuriale chez Airbus, donc pour structurer tout le système d'entrepreneuriat chez Airbus. Voilà. Et donc, fort de cette expérience, j'ai rejoint IMSA assez récemment, donc cet été, en tant que chargée de mission innovation. Alors, comment va se dérouler cet atelier? Ça ne marche pas. Alors, dans un premier temps, on va clarifier un petit peu les notions et situer l'intrapreneuriat dans la démarche d'innovation. Ensuite, on analysera le contexte actuel et les enjeux. On fera un zoom sur les besoins des intrapreneurs. Voilà, c'est eux qui s'exprimeront par mon biais. Et puis Eva vous présentera donc les leviers pour développer l'intrapreneuriat dans l'entreprise. Et enfin, on vous expliquera qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être fait chez IMSA pour intégrer toutes ces dimensions et donc développer une démarche d'innovation et un programme d'intrapreneuriat. Voilà. Et puis enfin, on aura un petit temps dédié pour les questions-réponses. Donc je vous propose de commencer. Allez, à du direct. Du coup, donc, ici, vous avez les principales étapes de la démarche d'innovation. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est familier pour vous. On les retrouve communément sur différents modèles, hein, plus ou moins celles-ci. Voilà, il y a quelques variantes, mais globalement, ce sont celles-là. Donc, on a une première phase de recherche et de création d'opportunités. Donc, dans cette phase, on retrouve principalement des activités de veille et de benchmarking, mais également donc, toute la stratégie d'entreprise. Hein, on ne va pas réagir différemment en termes d'innovation si l'entreprise veut se diversifier, veut se spécialiser ou veut développer un nouveau segment de marché, par exemple. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être important. On va aussi s'appuyer sur les savoir-faire existants de l'entreprise, hein, et on va également essayer de s'immerger au maximum pour comprendre les besoins de nos utilisateurs, pour comprendre dans quel environnement ils sont et leurs problématiques. Voilà. En fait, ces activités-là vont nous permettre vraiment de définir les axes d'innovation. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de vous asseoir au volant de votre voiture et de ne pas savoir où vous voulez aller. Non ? Moi, personnellement, pas vraiment. Et dans le management de l'innovation, c'est la même chose. En fait, on innove pour apporter une valeur ajoutée aux utilisateurs. Et donc, il est important de savoir où est-ce qu'on va. Voilà, de définir justement ces axes stratégiques en amont. Parce qu'en fait, une innovation, je le rappelle, donc, c'est d'abord une idée. Hein, dans cette phase-là d'idéation, en fait, ça va de l'émergence des idées à l'exploration de l'idée jusqu'à ce qu'on arrive à démontrer sa faisabilité, sa viabilité, sa désirabilité. Ensuite, en général, ici, il y a une phase de sélection. Donc chez nous, ça prend la forme d'un jury que l'on appelle crash test, et Eva vous en parlera. Et donc, une fois que cette idée a passé le crash test, elle arrive ici dans sa phase de développement, d'expérimentation. Et donc là, en fait, l'objectif, c'est de la matérialiser, de la concrétiser. Et du coup, on en fait une invention à ce stade-là. Voilà, on n'est pas encore dans l'innovation, à ce stade-là, on est dans l'invention, finalement. Et puis, une fois qu'elle est bien développée, qu'elle est prête à être déployée, il y a cette phase de production où on produit à grande échelle pour commercialiser, ou bien on prépare aussi le changement dans les entreprises pour déployer une nouvelle solution. Donc, il y a cette phase de production et de déploiement. Et une fois que cette phase est accomplie, c'est là que justement, si l'invention est vraiment adoptée par ses utilisateurs, donc si l'invention a rencontré son marché, finalement, a atteint sa cible, alors à ce moment-là, on parle d'innovation, mais pas avant. Donc idée, invention et innovation une fois que c'est un succès, enfin, succès plus ou moins, mais en tout cas qu'elle a rencontré ses utilisateurs. Et puis, justement, le fait de présenter la solution au marché, ou au public cible, ou aux utilisateurs finaux, ça nous permet justement de connaître encore mieux les réactions de ces personnes et de réajuster donc notre stratégie d'innovation pour faire encore mieux la fois suivante.
Voilà, j'allais dire ça, on fonctionne en itération, mais on fonctionne beaucoup en itération, notamment ici au niveau du développement et des expérimentations, avec les prototypes, les tests, les pilotes. Et c'est comme ça aussi que l'on travaille chez IMSA, puisque on travaille beaucoup en mode agile. Voilà. Alors, quels sont les constats et les enjeux concernant l'entrepreneuriat aujourd'hui? En fait, voilà, au cours de mes années d'expérience et avec, suite à des partages et des discussions avec des personnes qui travaillent sur l'entrepreneuriat, il y a un constat qui se fait, en fait, c'est que l'entrepreneuriat, la capacité entrepreneuriale d'une entreprise, elle est cruciale pour permettre à l'entreprise d'améliorer ses performances, lui permettre une certaine croissance, lui permettre aussi d'évoluer en fonction des évolutions du contexte extérieur, c'est-à-dire les évolutions réglementaires, sanitaires, économiques, technologiques, etc. Et de la même manière qu'on n'a pas de start-up sans entrepreneurs, eh bien, ce sont sur les intrapreneurs que l'entreprise va pouvoir s'appuyer pour connaître aussi ces transformations, notamment eux. Après, dans les entreprises, il y a évidemment des projets de transformation, etc. Mais justement, les intrapreneurs, en fait, ils ont un profil un peu particulier. C'est-à-dire qu'ils ont cette aptitude à naviguer dans les contraintes administratives, dans les organisations, etc., pour transformer l'entreprise plus rapidement et plus efficacement que les autres, grâce à leurs projets. En fait, il y a plusieurs traits de caractère qui reviennent. Ils sont souvent proactifs. Ils ont cette culture de l'échec, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils échouent, pour eux, c'est une opportunité d'apprendre et d'apprendre encore plus vite. Ils sont résilients et surtout, ils ont ce besoin de travailler sur des projets qui ont du sens pour eux, donc, et qui sont alignés avec leurs valeurs. Donc en général, on retrouve souvent des valeurs de protection de l'environnement, de justice économique et sociale, de respect des individualités, des humains, et éventuellement même parfois le fait de se concentrer sur le fait de préparer un monde meilleur pour les générations à venir. Voilà, donc c'est souvent ces causes-là qui les animent aussi. Et du coup, la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on a des intrapreneurs partout dans l'entreprise, parce que les intrapreneurs émanent de toutes les directions, tous les pays, tous les sites. On ne peut pas choisir à l'avance qui va être intrapreneur. C'est vraiment, ça vient de chacun. Et du coup, face à ce constat très positif, il y a aussi un constat un petit peu plus mitigé, c'est-à-dire que les entreprises, en fait, souvent, ce n'est pas le cas de toutes, attention, souvent ne proposent pas des conditions et un environnement de travail qui permettent aux intrapreneurs de s'épanouir, de grandir, et de s'exprimer et de développer les projets comme ils souhaiteraient le faire. Donc, oui, je voulais vous citer un exemple, par exemple, même si Eva va revenir sur cette partie-là. Un des freins à la démarche d'entrepreneuriat, ça peut être le manque de soutien ou d'engagement du management. Par exemple, dans une entreprise, si le management n'affiche pas réellement son soutien, cela peut créer un certain scepticisme envers les intrapreneurs, donc cet scepticisme ressenti dans toute l'entreprise. Et cela peut avoir donc deux conséquences. La première, c'est qu'au moment de déployer les solutions des intrapreneurs, celles-ci mettront un peu plus de temps à être adoptées ou seront adoptées plus difficilement. Et la deuxième, c'est que les personnes les plus hésitantes, en fait, vont hésiter à se lancer finalement, puisqu'elles se disent à quoi bon, voilà. Si on n'est pas reconnu, voilà. Donc ça, c'est le constat. Et puis, en plus de ce constat, aujourd'hui, il y a un défi à relever qui est celui de l'arrivée sur le marché des générations Z, le marché du travail. Alors, qui sont les générations Z, qui sont les générations Y? Donc, juste pour situer, la génération Z, ce sont les personnes nées entre 2000 et 2020. Et la génération Y, les personnes, donc les 20-40 ans aujourd'hui, qui sont nées entre 1980 et 2000. Et du coup, on constate en fait que ces générations-là, dont une partie d'entre vous
font partie apparemment, ces générations-là ont un rapport un petit peu différent au travail que leurs aînés. Donc par exemple, ils vont aspirer peut-être à un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Ils vont peut-être aussi avoir un besoin plus fort de travailler sur des projets qui font sens et qui sont alignés avec leurs valeurs. Et puis, ils vont également j'ai perdu le fil là. Oui, excusez-moi. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est une génération qui est assez plus instable. Mais instable pas au mauvais sens du terme, instable plus dans le sens où ils vont toujours chercher leur place et la meilleure place. Voilà. Ça veut dire qu'ils ne vont pas hésiter à changer de région, de pays, voire même d'entreprise pour fuir la routine. Et éventuellement même, ils ne vont pas hésiter à monter leur entreprise, finalement. Donc voilà un petit peu le tableau des générations qui sont là actuellement dans les entreprises, de ces talents qu'il faut réussir à retenir ou à capter, et puis de la génération Z qui est vraiment en train d'arriver sur le marché du travail. Et voilà, ce n'est que le début puisque les plus âgés ont 20 ans. Et puis donc face à ce constat et ce défi, on n'a plus le choix en fait. Les entreprises n'ont plus vraiment le choix. Si elles veulent conserver leur croissance, si elles veulent continuer à s'adapter aux évolutions du contexte extérieur, il faut qu'elles fassent la place qu'ils méritent aux intrapreneurs dans leurs entreprises. C'est vraiment une question de survie. Et donc on se rend compte qu'on est en train en fait pour les entreprises qui auraient compris ça et qui voudraient prendre ce tournant-là, on est en train de glisser vers un modèle où l'intrapreneuriat devient finalement la norme dans l'entreprise, une nouvelle norme avec un vrai système où l'intrapreneuriat est aussi important que les opérations, que n'importe quel sujet plus classique abordé en entreprise. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est que chez IMSA, nos dirigeants ils l'ont bien compris en fait, puisqu'il y a 2 ans, ils ont créé donc le poste de chargé de mission innovation. Donc c'est pas moi qui l'occupais jusqu'à présent. Moi, j'ai rejoint, je suis en poste que depuis cet été, mais c'est mon prédécesseur Yannick Puget, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, qui donc était sur ce poste jusque-là. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, on va faire un petit zoom sur les besoins des intrapreneurs. Donc, en fait, cette slide, c'est un petit résumé des besoins qui ont émergé suite à une enquête que j'ai menée auprès d'une centaine d'intrapreneurs. Donc, ils ont besoin de ressources, de temps, de budget, d'espace de travail, voilà. Autant dans la partie idéation, ils n'ont pas trop de difficultés à travailler sur leur temps personnel. Autant quand l'idée est sélectionnée, qu'elle commence à devenir un projet à nécessiter d'autres compétences, des expérimentations. Quand on devient intrapreneur, quand on commence à s'attaquer à certains projets, on se rend compte que le spectre de compétences est très très large, à acquérir est très très large. Et donc ils peuvent également être coachés sur certains aspects, notamment le pitch pour faire la promotion de leur projet, etc. Ensuite, ils ont besoin d'échanger avec d'autres intrapreneurs sur leurs pratiques notamment. Et donc on retrouve... ça peut prendre la forme d'événements, de communautés de pratiques, de plateformes virtuelles avec des échanges, etc. Et enfin, et donc sûrement le plus important et dont découle tout le reste, ils ont besoin d'un statut et d'une reconnaissance. Ils ont besoin d'exister, ils ont besoin d'avoir vraiment le soutien et la confiance de leur management, d'avoir un statut officiel. Et puis, de savoir quel va être leur parcours de carrière en tant qu'intrapreneur. Moi, vous savez, un jour, il y a un intrapreneur qui est venu me voir. Et il m'a dit, alors tout le monde m'a encouragé, tout le monde m'a félicité pour mon projet. Je suis partie dans un incubateur pendant 6 mois. Et quand je suis revenue, c'était le moment de l'entretien annuel d'évaluation. Mon manager m'a dit, je ne vais pas t'augmenter, on ne t'a pas vu pendant 6 mois. Voilà.
Donc c'est absolument... donc vous voyez un vrai exemple de soutien du management. Voilà. Donc c'est vraiment ce genre de choses qu'il est primordial d'éviter par divers moyens. On verra les leviers avec Eva, mais notamment une bonne sensibilisation et conduite du changement en amont de toute démarche d'innovation et d'entrepreneuriat. Voilà, donc je vais passer la parole à Eva qui va vous présenter les leviers de l'intrapreneuriat. Et ensuite, on vous expliquera du coup, donc c'est Eva qui commencera à vous expliquer ce qui a été fait chez IMSA pour intégrer donc, tous ces besoins, ces leviers et ces constats chez IMSA. Voilà. Donc je vais vous présenter les leviers concrets qu'ont les entreprises pour favoriser l'émergence de démarches intrapreneuriales. Donc tout d'abord les incitations. Le salarié qui va faire une démarche entrepreneuriale, il va s'engager envers l'entreprise et dans son travail. Il va avoir un apport personnel. Il faut donc récompenser ce travail, ce qui va permettre à la fois de le légitimer et d'envoyer un message aux autres employés de soutien envers ces démarches. Donc pour récompenser, on peut reprendre l'exemple de Marie en le prenant en compte dans les évaluations de performance, en valorisant l'individu ou le groupe porteur d'une idée au sein de l'entreprise, ou en donnant de petites primes pour le travail effectué. Donc l'individu, il est au cœur de ça, à l'autonomie, à la prise de risque, et aussi par le biais des formations. Donc l'expérience a montré que les formations tournées vers les individus et l'acquisition de compétences telles que la détection d'opportunités, par exemple, ça va favoriser l'émergence de ce type de comportement. Donc ensuite, l'individu et la capacité créative de l'individu, elle est influencée par l'environnement dans lequel il se situe. Donc si une entreprise a une culture forte tournée vers l'innovation, ça va inciter l'individu dans le sens où plus une entreprise a des valeurs et des croyances qui sont largement diffusées dans l'entreprise, plus ça va socialiser l'individu et il va répondre à ces normes. Mais pour tout ça, il faut que l'individu soit en confiance. Donc la direction doit apporter son soutien. Elle doit communiquer à tous les niveaux, dans toutes les directions, sur son soutien envers sa démarche. Et elle doit avoir un relais qui est le manager de communauté, qui va apporter son support aux porteurs d'idées et va les sécuriser en créant une communauté de porteurs d'idées, d'innovateurs, d'entrepreneurs. Le cinquième levier, ça va être la communication. Donc, tout d'abord en interne, donc entre les différents niveaux hiérarchiques, entre les différents profils, ce qui va permettre aux individus de connaître la stratégie, les différentes problématiques rencontrées par l'entreprise. Ça va lui donner une autonomie décisionnelle. Donc, il va avoir des idées qui vont servir l'entreprise, qui vont vraiment amener de la valeur ajoutée. Ensuite, ça va être une ouverture vers l'extérieur en proposant des outils technologiques de communication et d'information qui vont permettre aux salariés d'élargir leur réseau, de communiquer avec des experts d'autres secteurs, de découvrir d'autres innovations, de faire davantage de veille. Et donc ça va inciter toujours à ces démarches intrapreneuriales. Le droit à l'erreur, c'est un levier important. En fait, dans l'innovation, on évolue dans de l'incertitude. C'est un environnement inconnu. L'échec a donc une dimension très importante. Donc il doit être socialement accepté dans l'entreprise. Pour ça, les acteurs de l'entreprise, ils doivent communiquer en faisant par exemple des retours d'expérience, en expliquant qu'est-ce qu'ils ont appris de ces erreurs. Et ensuite, la hiérarchie doit montrer qu'il n'y a pas de remise en question de l'individu suite à cet échec. Et enfin, le dernier levier, ça va être l'autonomie. Le salarié qui propose une idée, malgré que ça apporte de la valeur à l'entreprise, elle reste sa propre idée. Il a une propriété dessus. Donc on va vouloir le libérer de son cadre hiérarchique habituel pour qu'il devienne le chef de projet. Et on doit lui accorder un meilleur accès aux ressources pour concrétiser tout ça. De la même façon, il a besoin de temps dégagé. Alors selon les entreprises, ça peut être quelque chose de formel. Il y a des entreprises telles que 3M qui accordent une demi-journée par semaine pour de la veille et de l'innovation. Ou ça peut être quelque chose d'informel, de négocier avec le manager quelques jours par mois dédiés à ces projets.
Donc ensuite, on a ce qui s'est passé à la IMSA. Donc, il y a eu une plateforme intrapreneuriale de mise en place qui s'appelait l'Atelier. Donc en fait, il y a différents dispositifs qui existent selon l'utilisation des leviers que je vous ai précédemment présentés. Donc la plateforme intrapreneuriale, ça va essentiellement reposer sur le soutien de la direction. C'est un dispositif qui va permettre de travailler sur plusieurs projets en simultané sans remettre encore en cause l'organisation en place. Donc ça va être les intrapreneurs qui vont réaliser des travaux d'innovation en parallèle de leur activité habituelle. Donc concrètement, comment ça s'est passé ? En juin 2019, il y a eu un appel à idées de réaliser par le chargé d'innovation, avec une campagne de communication très large dans toutes les directions et à tous les niveaux. Il y a eu également une présentation de cette démarche aux caisses pour favoriser de futurs partenariats. On a mis en place un espace virtuel sur Klaxoon pour laisser les salariés proposer librement leurs idées sur cette plateforme. Et donc ensuite, on est passé à une étape de mise en forme des idées. Donc d'abord, ils devaient faire une fiche à idées pour expliquer rapidement leurs idées. Et ensuite, on les a accompagnés sur des méthodologies innovantes telles que la méthode du Lean Startup, le Lean Canva qui en découle, et la préparation de pitch en prévision du crash test du 13 mars. Donc le 13 mars a eu lieu le crash test. Donc chaque porteur d'idées a pu présenter son idée en 5 minutes devant un jury qui était composé de 4 membres du CODIR, 4 salariés tirés au sort et une experte en innovation. Donc pourquoi ce choix ? Choisir des salariés tirés au sort, ça a montré qu'on donnait du pouvoir aux salariés, qu'on les incluait vraiment dans ces choix stratégiques et ces financements. Et avoir des membres du CODIR, ça a montré le soutien et la valeur qui était apportée par l'entreprise dans cette démarche. Et donc, à l'issue de ce crash test, les idées dont le oui l'a emporté, elles sont actuellement incubées en incubation ou en pré-incubation. Donc en pré-incubation, c'est-à-dire qu'elles affinent leur idée, l'environnement dans lequel l'idée va se situer, ou alors d'incubation, c'est-à-dire c'est un travail pour arriver jusqu'à un prototype. Donc l'atelier en quelques chiffres, ça a été 34 idées qui ont été proposées par les salariés, 14 idées qui ont été mises en forme pour arriver jusqu'au crash test, et 11 idées qui ont été incubées. Donc il n'y avait pas de thématique imposée. Cependant, il y a eu plusieurs propositions de projets qui permettaient des innovations de services pour les agents en caisse ou les adhérents de la MSA. Donc on peut citer par exemple Dryad, qui est un projet de création d'un algorithme pour détecter les signaux de détresse chez nos adhérents, ou encore l'assistant vocal, qui est en fait la création d'un assistant pour traduire en prenant en compte le vocabulaire et le contexte de la MSA, pour aider les agents en caisse avec les saisonniers étrangers. Voilà, je te laisse la suite. Oui, alors je continue. Donc ça, c'est effectivement ce qui a été fait jusqu'à présent. Et puis, donc c'était la saison 1. Et là, voici un petit peu le programme de la saison 2. Donc, c'est ce qui est prévu. Voilà, il y a déjà des axes qui sont développés, mais c'est pendant les prochaines années, on va étoffer encore, structurer encore et développer et donner accès à encore plus de monde, que ce soit dans l'entreprise, chez nos partenaires, dans les caisses MSA et à la caisse centrale également de la MSA. Voilà. Donc, en fait, cette sorte de plateau innovation, on reprend en partie les grandes étapes de la démarche d'innovation. Donc, ici, on avait tout ce qui était recherche d'opportunités et idéation. Je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma au départ. Donc, avec les activités de veille, de benchmarking. Également, le management des idées, donc par le biais d'un SMI, par exemple, système de management des idées, ou encore d'ateliers de créativité, de démarches de design thinking, etc. Et puis, donc très important, la communication et la formation, puisque quand on déploie un programme d'entrepreneuriat dans une entreprise ou une démarche d'innovation, il faut que tout le monde sache de quoi il s'agit, que tout le monde soit sensibilisé. Justement, elle va en parler
que tout le monde doit savoir aussi pourquoi cette culture de l'échec est importante pour les intrapreneurs, etc., etc. Donc, dans un deuxième temps, une fois que les idées sont sélectionnées, on a cette partie plus vraiment incubateur, où là, l'objectif, c'est d'apporter un soutien sur tous les aspects aux intrapreneurs. Donc, que ce soit dans la méthodologie, la démarche de développement de projets. Nous, comme je vous l'ai dit, on procède avec un cadre de travail agile. Mais il y a également donc, des aspects de formation et de coaching qu'on a évoqués tout à l'heure. Et on forme également les intrapreneurs à l'accompagnement au changement. Pourquoi ? Parce que pour que leur idée ou leur solution soit adoptée par les utilisateurs, par les clients, le terrain doit être préparé finalement et les personnes doivent être le plus réceptives possible au moment où on va leur présenter la solution. Voilà, donc très important cette démarche de préparation au changement en amont. Ici, on a la partie gouvernance et gestion. C'est un petit peu le cockpit de l'atelier. C'est-à-dire que déjà en termes de gestion de projet, c'est là qu'on va en fait définir toute la démarche et toute la stratégie pour implémenter ça dans toute l'entreprise. Et puis, c'est là aussi que vont se définir tous les aspects ressources humaines, accompagnement de carrière des intrapreneurs et reconnaissance et récompense. Donc, important aussi, on en parlait. Voilà, donc, des sujets vraiment en lien avec les ressources humaines, que ce soit formation, communication également, reconnaissance et récompense, gestion de carrière. Voilà. Et puis, une partie, donc, marque employeur et influence, c'est tout simplement par le biais de partenariats ou de communication externe, comment est-ce qu'on fait savoir à l'extérieur que, voilà, chez nous aussi, on favorise vraiment l'intrapreneuriat et on accompagne les intrapreneurs. On en parlait également tout à l'heure pour les échanges. Donc, la communauté de pratique. On développe actuellement une communauté de pratique. Alors, qu'est-ce qu'une communauté de pratique ? En fait, elle regroupe des personnes qui sont intéressées par un sujet, qui pratiquent ce sujet au quotidien et qui veulent échanger donc, sur leur retour d'expérience, se donner des informations concernant le réseau, des bons tuyaux, etc. Donc, ça peut prendre la forme d'événements récurrents ou ponctuels. Ça peut prendre la forme d'une plateforme virtuelle également pour réunir toutes ces personnes et leur permettre d'échanger. Voilà. Et donc, assorti à ce plateau innovation, on a également une dimension service, puisque dans l'innovation, elle est partout dans l'entreprise. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose de centralisé. Le but, c'est que chaque département, chaque direction, chez nous, c'est donc la IMSA, la partie informatique, mais également la partie caisse centrale et l'institution MSA. On veut que tout le monde en fait, puisse s'approprier cette démarche d'innovation en local pour être complètement autonome et du coup encore plus rapide et efficace dans la proposition de solutions innovantes. Et donc, par ces services, en fait, on propose soit une méthodologie et un accompagnement global pour la mise en place de l'atelier, soit des services à la carte ponctuels où les personnes peuvent venir s'appuyer sur nous en support sur des journées de design thinking, de co-design, etc. Ou bien des conseils simplement pour la conduite du changement en préparation, au déploiement d'une idée. Donc voilà, donc on a toutes ces dimensions-là. Et pour conclure, ce qu'on disait du coup, c'est que l'innovation, c'est vraiment l'affaire de tous. Ça, je l'ai piqué dans un livre qui s'appelle « Tous innovateurs ». Je crois que c'est Daniel Jarry qui l'a écrit. Donc l'innovation, c'est vraiment l'affaire de tous. Et n'importe qui, en fait, peut avoir cette graine d'intrapreneur. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir le terreau qui va permettre à cette graine de germer. Voilà, désolé pour les allusions, on s'adresse aux agriculteurs chez IMSA. Donc voilà. Et donc, il faut vraiment créer ces conditions-là. Et aujourd'hui, il y a vraiment un tournant à prendre parce qu'on a, voilà, comme on disait, il y a des intrapreneurs déjà partout dans les entreprises. Alors, ce n'est pas du tout une question d'âge. Il faut savoir que le monde d'aujourd'hui, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce monde qui va si vite, justement, il a été préparé et inventé par nos aînés. Donc, ce n'est pas une question d'âge.
Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'avec l'arrivée des générations Z et la suite de la génération Y sur le marché, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir ce besoin de travailler sur des projets qui font du sens dans l'entreprise et qui vont pas se satisfaire d'une routine ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'était le message. Et le deuxième, voilà, c'est que comme vous l'avez vu, on développe une communauté de pratique chez IMSA. Et donc, on est complètement ouvert aux échanges sur nos pratiques. On serait également curieux de connaître les vôtres, savoir comment ça se passe chez vous, comment dans vos entreprises vous développez l'entrepreneuriat, l'innovation, avoir pourquoi pas des retours d'expérience d'entrepreneurs. Donc on est complètement ouvert et on est présent à la mêlée toute la semaine. On a un stand. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à chercher nos profils sur l'espace numérique de la mêlée pour entrer en contact avec nous dans le but de collaborer et d'avancer ensemble sur ces aspects-là. Voilà. Donc merci. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions pour nous ? Oui. Vous mettez les clients, ou les adhérents dans votre processus d'innovation alors la question c'est où est-ce que l'on place les clients ou les adhérents dans notre processus d'innovation. Donc alors si on revient sur les grandes étapes de la démarche d'innovation, ici, en fait les clients, ils sont alors les utilisateurs finaux. En fait, ils sont ici vraiment. C'est-à-dire que quand on déploie l'idée, quand on présente la solution innovante au marché, forcément, elle arrive entre les mains des utilisateurs. Mais les clients et les adhérents, on parlait d'immersion, ils sont avant toute chose ici. Parce qu'en fait, c'est en s'immergeant dans leurs environnements, en comprenant leurs problématiques, que l'on va pouvoir définir des axes d'innovation en vue de leur apporter une vraie valeur ajoutée. Voilà. Donc, et en fait, les clients, je dirais même qu'ils sont à toutes les étapes, parce que dans la partie idéation, quand on pratique l'innovation ouverte, en fait, on innove aussi avec nos clients, parce qu'on les intègre complètement dans la démarche. Ici, quand on commence à développer un peu le projet, on fait des tests, des pilotes, justement, pour voir comment les solutions sont adoptées ou pas, pour avoir les retours utilisateurs. Et puis là, donc, adoption finale, entre guillemets, du produit. Donc les clients sont partout. Voilà, c'est la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vous écoute. C'est péjoratif ou quoi? Alors que quand on va dans le monde anglo-saxon, échec, c'est presque un diplôme ou quoi? Personne qui a fait plusieurs fois d'échec. Oui, oui. Encourager des expériences et tout. Donc, peut-être comment peut-être les associations comme la mêlée, le numérique, la cantine, c'est un environnement très très propice pour peut-être essayer de développer cette mentalité et comment on pourrait promouvoir surtout dans les milieux étudiants qui est vraiment un milieu à exploiter. Alors la question donc pour la reprendre pour les personnes qui sont derrière leurs écrans, c'est donc concernant la culture de l'échec. Aujourd'hui donc c'est quelque chose qui est pas forcément communément admis dans des pays notamment comme la France et qui est peut-être plus où les pays anglo-saxons ont déjà une petite longueur d'avance sur la perception de l'échec en tant que levier de progression. Et donc la question c'était comment est-ce que dans les milieux étudiants on peut transmettre cette culture de l'échec et expliquer l'importance de l'échec pour la progression. Donc c'est bien ça. Voilà, j'ai essayé de... Alors, comme vous l'avez très bien dit, effectivement,
il y a encore un énorme travail de sensibilisation, au niveau de promotion de cette culture de l'échec, j'ai envie de dire. Pour moi, ça passe vraiment par le témoignage d'intrapreneurs. Je pense qu'il faut vraiment donner la parole à ceux qui l'ont fait. Vous savez, par contre, c'était Thomas Edison, je crois, qui disait en fait, j'ai pas échoué. J'ai trouvé 1000 façons de faire que mon ampoule ne fonctionne pas. Voilà. Donc, à chaque fois que l'on échoue dans une voie, on sait que c'est pas la bonne manière de procéder et qu'il faut en explorer d'autres. Donc, en soi, c'est déjà une acquisition et c'est déjà un retour d'expérience. Donc, moi, j'en suis persuadée. Effectivement, comment l'inculquer aux étudiants ? Pour moi, oui, c'est les faire participer, les inciter à participer au maximum à ce type d'événement, rencontrer des intrapreneurs ou des entrepreneurs. Il n'y a pas que les intrapreneurs, là, on est sur l'entrepreneuriat, et les inciter à écouter tous les témoignages possibles et imaginables. Il y en a des tonnes sur YouTube. Vous pourrez en trouver plein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eva, tu veux compléter sur la culture de l'échec ou qu'est-ce que tu en penses ? Je sais pas. Non, je suis assez d'accord. On appelle ça la culture de l'échec, de l'échec apprenant, je crois que c'est ça. Donc c'est un travail de longue haleine pour changer les mentalités, mais effectivement les retours d'expérience sont cruciaux pour amener ça. Et l'acceptation, comme on l'avait dit avant, par la hiérarchie, qu'il n'y ait pas de sanctions et pas de remise en question. Oui. J'avais une remarque et une question derrière. Du coup, c'est vrai qu'en France, on est très sur la gestion du risque, alors qu'en anglo-saxon, on parle plutôt de take a chance. Bon, on va tenter notre chance. Et du coup, est-ce qu'il y a des indicateurs au niveau de l'IMSA et tout ça pour dire voilà combien d'idées qui sont sorties? Est-ce qu'il y a un pilotage de l'apprentissage et de l'idée pour pivoter au niveau plus global? Oui, alors la question concernant justement l'échec, c'est de savoir si chez IMSA, il y a un pilotage, une forme de